Le projet de ce livre, il est au départ directement lié à ma soutenance de thèse, que j'ai faite un peu tardivement dans ma carrière, parce que je suis arrivée à l'université tardivement. Et donc, quand j'ai soutenu ma thèse, les membres du jury de thèse m'ont dit que voilà, le sujet était suffisamment intéressant et suffisamment facile à aborder pour envisager un livre qui permettrait une lecture par un public plus large que les lecteurs de thèse. Et puis, pour avoir encore beaucoup de relations avec le monde de l'industrie du luxe de par mes liens du passé, il semblait qu'il y avait de la demande pour ce type de publication. Et puis alors surtout, ce qui a fait la différence, c'est qu'à chaque fois que je suis allée voir les sous-traitants, je pensais avoir beaucoup de mal à décrocher des rendez-vous. Bon, il a fallu un peu batailler, mais finalement je les ai eus. Et j'ai remarqué que les sous-traitants étaient contents, heureux, fiers qu'enfin on s'intéresse à eux, à leur point de vue. Parce que quasiment toutes les publications portent sur les marques. Et eux, ils restent dans l'ombre. On ne parle jamais d'eux, voire on les cache. Et donc, ils avaient l'air vraiment fiers et ravis de voir qu'enfin quelqu'un s'intéressait à ce qu'ils faisaient. Et beaucoup me disaient, vous nous tiendrez au courant, ce que vous allez publier, ce qui va se passer derrière. Donc moi, je leur parlais de la thèse. Et puis maintenant, je les informe que j'en ai fait un livre. Donc rien que pour eux, je pense que ça valait le coup. L'objectif du livre, de ce travail, était de comprendre comment ces petites boîtes évoluent, s'organisent face aux marques qui elles-mêmes traversent une mutation essentielle qui consiste à les regrouper dans des grands groupes. Il n'y a quasiment plus de marques de luxe qui soient complètement autonomes, elles font toutes partie de grands groupes. Et donc, du coup, quand les marques vont voir les PME sous-traitantes, elles arrivent au nom d'un grand groupe et non plus au nom de l'entreprise individuelle. Quand on visite les entreprises, les PME, on s'aperçoit très vite qu'elles sont très fières de travailler pour le luxe, qu'elles ont un attachement aux marques qui est très très fort, mais que ça ne signifie pas qu'elles n'ont pas de difficulté à faire face aux demandes des produits de luxe. Pourquoi? Parce qu'elles sont passées de simples, entre guillemets, exécutants des demandes des marques de luxe à des co-concepteurs. Autrefois, les marques de luxe avaient en interne énormément d'ingénieurs, développeurs de packaging. Désormais, elles ont davantage d'acheteurs et elles ont externalisé la conception ou la co-conception de leurs produits innovants. Ceci est vrai pour les deux terrains qui sont abordés dans le livre, puisque je me suis intéressée à la parfumerie du luxe en France et à l'horlogerie du luxe en Suisse. Et peu à peu, on peut observer sur le terrain des entreprises qui travaillaient seules, dans le secret, comme quand on travaille pour le luxe, qui se sont mis à devoir coopérer, travailler ensemble pour faire front à la demande des marques de plus en plus exigeantes, alors qu'ils n'étaient pas forcément préparés à tout cela. La deuxième difficulté de ces sous-traitants, c'est que même si la co-conception, c'est une montée en compétences et ça leur permet de progresser, il ne faut pas oublier que les produits de luxe sont des produits sensoriels, avec une part de rêve, avec des facteurs sens extrêmement développés. Et du coup, l'aller-retour entre celui qui fabrique et les directions artistiques, les designers, ces allers-retours-là sont extrêmement fréquents parce qu'il est très difficile de traduire dans un langage on va dire carré et explicite les demandes qui sont faites. Ce qui explique aussi la proximité géographique de la plupart des sous-traitants par rapport aux marques de luxe. Proximité géographique relative, on reste en France pour la parfumerie de luxe et puis essentiellement en Suisse pour l'horlogerie de luxe. Donc ça s'explique par les lois du Made in qui obligent à avoir un certain nombre de composants faits dans le pays d'origine, mais ça s'explique aussi parce que cette immatérialité de la valeur du produit oblige à des échanges. Les personnes ont besoin de voir, ont besoin de toucher, et ça, pour l'instant, par le numérique, ça ne fonctionne pas encore. Donc ça protège nos sous-traitants.